Bonjour, bienvenue. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pauline, la réalisatrice. Donc à chaque séance, nous avons un débat thématique avec des invités. Donc aujourd'hui, écrire la prison au cinéma, qui va être animé par Rosemary Gaudier. Et après la table ronde, nous pourrons échanger tous ensemble sur le film, sur l'association Lire c'est vivre, voilà. Donc je laisse la parole à Rosemary Gaudier. Oui, merci. Alors bon, super, je suis très contente de revoir à nouveau ce film. Je ne sais pas ce que les gens en ont pensé. Donc le débat, évidemment, ça va porter sur filmer en prison, enfin écrire la prison, c'est un peu prétentieux, filmer en prison, mais aussi peut-être, puisque bon, vous n'êtes peut-être pas spécialiste du cinéma non plus, le débat peut aussi porter naturellement sur la lecture en prison ou sur la prison en général, hein, de toute façon. Voilà, donc on ne va pas restreindre non plus ce débat. Voilà, Pauline, donc est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as monté ce film, en gros, le temps de tournage, repérage, tout ça? Oui, peut-être. Peut-être que je peux convier aussi nos invités réalisatrices et réalisateurs à nous rejoindre. Donc Audrey Strugo qui a réalisé La Taularde et Pascal Marc au battement du parloir. Voilà. Alors oui, juste pour les origines du film. Donc l'idée du film est venue tout simplement d'une rencontre avec les membres de l'association Lire c'est vivre. Après, moi c'est vrai qu'en tant que réalisatrice, c'est un questionnement depuis longtemps, puisque vers mes 16-17 ans, je suis allée un jour à une projection du cinéma des cinéastes à 10h du matin, voir des films de Anne Toussaint, qui crée des ateliers cinéma en prison à Fresnes. Donc c'était in situ et sans elle. Et c'est vrai que j'étais frappée par le travail aussi esthétique d'Anne Toussaint et du rapport avec les détenus. Donc c'est un questionnement que j'avais depuis longtemps. Et donc quand ça s'est proposé avec Lire c'est vivre, voilà, c'était quelque chose d'intéressant, parce qu'il y a tellement de contraintes de filmer en prison, mais peut-être tu peux aussi en parler, Audrey, sur La Taularde, qui est un long métrage de fiction. Voilà. Oui, bon, attendez, je vais déjà vous présenter aussi les deux autres réalisateurs. Comme je savais pas s'ils étaient dans la salle, je ne savais pas, voilà. Alors donc d'abord Audrey Strugo, qui a donc réalisé un long métrage de fiction absolument magnifique d'ailleurs, que j'ai découvert à l'occasion donc de ce débat. J'avais même pas entendu parler, la honte. Et bon voilà, avec Sophie Marceau, qui s'appelle La Taularde, qui vraisemblablement donc est issue d'une connaissance très proche de ce que peut être la vie en prison, aussi bien au point de vue donc des taulardes, c'est-à-dire des femmes détenues, mais aussi, et c'est là où le film peut-être est aussi très intéressant et peut ouvrir le débat, des matonnes, quoi, des gardiennes, des gardiennes de prison. Voilà, c'est un film qui donc montre l'enfermement des deux composantes. C'est un film formidable que je recommande réellement, donc La Taularde, et avec Sophie Marceau. Mais sinon, donc c'est la seule star du film, voilà, qui a été partiellement tournée en prison aussi. Totalement. Ah d'accord, parce que dans le making of, ça fait studio, non? Ah ouais, non. Non. Ouais, ça marche. Non, on était totalement en prison. Le film est un huis clos et on était nous-mêmes en huis clos dans une prison désaffectée qui se trouve à Rennes. Mais c'est vrai que la fiction, c'est une démarche différente. On a des contraintes aussi, mais qui sont autres. Il n'y a pas de... on n'est pas dans les contraintes sécuritaires notamment, mais... En fait, la fiction et la prison, c'est une histoire un peu particulière, parce que le film de prison est un genre, comme le film de zombies, en gros, et il y a des codes attendus, et chez les femmes, c'était souvent le prétexte de faire
pseudo-film érotico, lesbien, voilà, surtout chez les Italiens dans les années 70-80. Et on a donc sans être érotico-lesbien, on a quand même des codes qui sont imposés par le genre. Et ce qui était très compliqué, c'était de garder ce souci de réalité qui est, pour moi, qui est un peu la continuité de mon cinéma, mais qui était évidemment, c'était intransgressible en fait. On ne pouvait pas ne pas être proche de la réalité quand on sait quelle est la réalité de la prison. Moi, pour écrire ce film, j'ai passé 1 an et demi à un peu comme l'association dans le film, sauf que j'étais toute seule. C'était des ateliers d'écriture avec les détenus, hommes et femmes, à Fleury aussi. Et quand on passe du temps avec ces détenus, on se rend compte à quel point l'enfermement est une dictature de l'esprit et que ça empêche de penser, ça empêche même de penser les choses les plus basiques, comme ouvrir une porte et aller faire pipi, puisqu'on n'ouvre plus de porte et qu'on fait pipi devant tout le monde. Et ces choses-là conditionnent tellement l'esprit qu'elles m'ont aussi conditionné en écrivant, et donc c'était compliqué de trouver le juste point entre ce que la fiction permet et demande quand on veut faire un film de prison et cette réalité qui pour moi était la ligne maîtresse, comme vous l'avez si bien dit, c'est que je voulais parler de l'enfermement. Voilà, c'était mon seul objectif. Après, en fiction, on a des outils magnifiques comme les comédiens et la caméra. Donc moi, c'était vraiment être enfermé et être enfermé surtout 22 heures sur 24 dans une cellule comme la plupart des prisonniers. Donc voilà, aller chercher toute la mise en scène est axée sur ce principe. Il y a une chose qui m'est venue en revoyant à nouveau ce film, puisque c'est évidemment pas la première fois que je le découvre. Je me suis posé la question, donc quelqu'un dans le film, et à plusieurs reprises, beaucoup d'intervenants, parle de dépersonnalisation, d'abandon de toute son identité, de soi-même. Et je me suis posé la question, est-ce qu'il y a des miroirs simplement dans les cellules ? Oui, il y en a. Ah, il y en a. Ouais, parce qu'ils peuvent les casser. Bien sûr, mais il y en a. Et il y en a même plein qui parlent avec leur miroir ou qui mangent seuls face à leur miroir. Mais il y a des miroirs aussi, souvent sur les cellules individuelles, je crois que quand il y en a. D'accord. C'est plutôt pour les longues peines ou non? Voilà, plutôt pour les longues peines, ouais. Parce qu'il me semblait, que peut-être la lecture, et c'est un petit peu ce qu'expriment donc les prisonniers, c'est une manière de se retrouver soi-même, de se retrouver face à soi-même, d'avoir une légitimation de leurs émotions immédiates, quoi. Hein. Voilà, alors je vais vous présenter peut-être le deuxième intervenant, qui lui Pascal Marc, qui lui a réalisé un super court-métrage, mais vraiment magnifique, je recommande aussi, Au battement du parloir. Là, j'imagine que ce n'est quand même pas tourné dans une prison. Non, on a tout fait en studio en fait. Oui, puisque c'est un lieu unique, c'est le parloir. Voilà, hein. Tout se passe de manière presque théâtrale, disons, dans ce lieu clos du parloir. Si vous pouvez nous raconter un petit peu la genèse de ce film, je sais qu'elle est très compliquée, donc je vais vous laisser en parler. Moi j'ai un rapport assez particulier à la prison, c'est assez intime en fait, il y a une prison assez intime. J'ai eu un père qui a été emprisonné pendant pas mal d'années. Donc du coup j'ai fait ce film par rapport à mes souvenirs d'enfance de la prison et de ce que j'avais pu vivre depuis l'extérieur de la prison et tous les problèmes que ça pouvait créer, et je me suis surtout focalisé sur le parloir parce que c'est ça que je connaissais particulièrement en fait. C'était les rencontres avec mon père au parloir. Donc le film raconte l'histoire d'un jeune homme de ses 8 à 24 ans et on voit 5 parloirs différents, un parloir tous les 4 ou 5 ans. Où il découvre son père, il découvre la prison à sa manière, et où le père aussi voit l'évolution de sa famille par lui, de ses parloirs. Et c'est pareil, c'est assez marrant parce que je trouvais qu'il y avait un rapport aussi à ton film, Pauline, sur justement la place des mots et de la parole échangée. Moi, c'est ce qui m'importait beaucoup. Dans le parloir, c'est assez compliqué parce que
C'est très court et en même temps très long, c'est-à-dire que souvent ça dure à peu près une demi-heure. Et les paroles échangées, on se dit que ça va être facile, qu'on aura beaucoup de choses à se raconter, et bizarrement quand on est dedans, en fait, les mots ils sortent pas. Il y a beaucoup de moments de silence, de moments de gêne, on ne sait pas trop quoi se dire, et quand ça veut sortir, ça sort de manière souvent très maladroite. Il y a comme une espèce de trop plein d'émotions qui déborde en fait. On veut dire les choses et quand on les dit pas, on les dit pas, et au moment où on les dit, c'est le moment, je le dis, c'est maladroit. Ça peut être du côté des détenus aussi, mais aussi du côté des visiteurs en fait qui viennent voir, parce que c'est compliqué, parce que on a peur de parler de l'extérieur, parce qu'on a peur de faire de la peine, on a peur de poser des questions sur la prison, quand on en pose en retour, la réponse est compliquée, parce que souvent les détenus, moi j'ai vu par rapport à mon père et par rapport à d'autres détenus aussi, la parole est compliquée en fait, et du coup je trouvais que voilà, ton film était intéressant par rapport à ce biais-là, justement pour libérer la parole en fait, par le biais des mots, même si les mots sont maladroits, je pense qu'il faut quand même arriver à mettre des mots, même s'ils sont à côté, parce que commencer à mettre des mots sur les choses, mettre des sentiments, c'est ouvrir la discussion, ouvrir le dialogue, et c'est justement parler en fait de ce qu'on vit, et parce que la prison c'est essentiellement de l'humain, des rapports humains et des problèmes de rapports humains qui se créent aussi. Et je trouve que voilà, ça fait du bien aussi de pouvoir en parler par n'importe quel biais, de la lecture, si ça sert à ça, c'est vraiment bien, je trouve. Oui, ben je crois que tu as trouvé tout à fait le titre qui convenait pour le film, hein, entre les barreaux, les mots, une manière donc de s'en échapper. Tu n'as pas trop parlé, toi, de la préparation de ton film, alors. Alors, donc moi je suis venue pendant 1 an dans les cercles de lecture à Fleury pour écrire le film, pour aussi en saisir les enjeux esthétiques. Parce qu'évidemment, il y a plein de choses qu'on ne peut pas filmer, des angles, pour des raisons de sécurité. Parfois, c'est vraiment presque absurde. Hein, on est vraiment à 1 mètre, on peut filmer, un autre on ne peut pas filmer. Donc c'était vraiment être sûr du possible en termes de cadre. Donc ça c'était un long travail, et bien sûr rencontrer aussi les personnes détenues et ressentir sur toute cette année le pouvoir de la littérature et ce mouvement-là. Ensuite, au tournage, donc on a tourné il y a 1 an avec d'ailleurs Boubkar Benzabat, le chef opérateur du film qui est dans la salle. Donc on a tourné comme une fiction. C'est-à-dire avec un plan de travail très clair, puisque il y a beaucoup de sas. Et si on va par exemple dans la bibliothèque, et il y a un moment, le couloir n'est plus accessible pour ressortir, pour aller tourner dans un autre lieu, parce que certains détenus partent en promenade. Voilà, donc tout était vraiment millimétré en termes de tournage, donc, comme un tournage de fiction. Aussi, il y avait des plans... En fait, on nous a demandé 2 mois avant le tournage de lister tous les plans pour l'administration pénitentiaire, pour validation. Tu as eu la même chose peut-être ? Non, mais encore, tu as eu de la chance parce qu'ils ont autorisé le demi-cadrage. Enfin, il y a des films qui ont été bloqués pour ça. Enfin, je sais qu'ils sont très, 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 très tatillons. Ouais. Pour pas dire autre chose. Oui, alors ça, c'est encore un autre point. Mais effectivement, donc validation des plans. Alors bien sûr, je n'ai pas écrit tous les plans qui sur le papier n'allaient pas passer. Par exemple, un plan qui paraît un peu anodin comme ça, un plan de coupe. C'est une fenêtre rectangulaire avec des grillages et au fond, en arrière-plan, on voit les silhouettes de détenus qui sont en fait en promenade. Si j'avais écrit plan à travers la fenêtre sur la promenade, ça passait absolument pas parce que c'est un espace qu'on ne pouvait pas filmer. Mais bien sûr qu'avec Boubkar, qui était prévenu et qui est venu aussi en repérage à un cercle de lecture, on était tout à fait prêts dans notre plan de travail. Ah, je parle pas assez fort ? On avait un plan de travail officieux, entre guillemets, et bien sûr, on avait été toujours accompagné d'une surveillante pendant tout le tournage pour surveiller ce qu'on filmait, mais qui a été une femme assez exceptionnelle et qui s'est vraiment engagée dans le tournage et dans le film. Donc on a pu un peu à la volée rajouter tous ces petits plans, voilà. Et puis elle avait toujours le retour avec moi, c'est-à-dire
quand on tourne en tant que réalisatrice, réalisateur, on a le retour vidéo, le moniteur, pour vérifier le cadre. Et elle était toujours à côté de moi, comme la réalisatrice, en fait, aussi du film, pour vérifier les plans et si le cadrage correspondait à l'anonymat demandé. Et voilà. Mais elle a laissé tous ces plans-là. Et bien sûr, le film, avant de sortir, a été validé par l'administration pénitentiaire régionale, puis nationale. Donc finalement, ces plans passent. Voilà. Donc c'est toujours jouer un petit peu avec ça. Voilà. Ouais. Enfin, il faut quand même préciser que les plans qui ne montrent pas le visage des détenus, c'est aussi pour les protéger. Hein. C'est pas. Ouais, en fait, ils voulaient être à l'image. Eux, ils veulent être filmés. Bah, alors, ceux que j'ai rencontrés, la plupart, d'ailleurs, ils ont signé leur droit à l'image. Absolument. Mais comme en fait, sont privés de ce droit-là. Du droit de leur propre image. Oui, enfin, peut-être, non, mais sur le coup, ils veulent peut-être être filmés, mais c'est vrai qu'à longue échéance, je veux dire, si le film est très très largement distribué, comme ce que j'espère qu'il va être, ça les stigmatise aussi dans la vie professionnelle. Moi, j'ai voulu faire un film beau, justement. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Le film, il est quand même en leur faveur. Donc. Non, mais je peux comprendre que c'est délicat. Non, mais je sais bien, là, on raisonne, disons, dans le milieu du cinéma, mais dans le milieu, tiens, il y a quelqu'un qui veut poser une question. C'est vrai que dans le milieu professionnel, avoir vu quelqu'un, bon, ça va, il est passé par Fleury-Mérogis, d'accord. On va pas forcément lui faire une confiance absolue, quoi. Il y a une question là dans la salle. C'est de Luc Bachelot, voilà, qui va le président nous de rejoindre. Le président donc de l'association Lire c'est vivre, à l'origine donc de ces ateliers. Bonjour, je m'invite un peu dans ce débat auquel j'étais pas convié à l'origine, mais comme on a abordé des questions que je connais bien, je me permets d'ajouter mon grain de sel à propos justement du rapport aux personnes détenues. Évidemment, lorsqu'on a décidé de faire ce film, nous en avons parlé aux personnes concernées, c'est-à-dire les détenues elles-mêmes, en disant, écoutez, voilà, nous travaillons avec vous depuis des années, nous souhaitons faire un film, un documentaire, on ne sait pas quelle forme il aura encore, ni même la longueur, ni qui pourra y participer ou pas. Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ? Et là, je dois dire qu'on a eu une suite de débats très compliqués et contradictoires. Certains disaient « Ah oui, on participe au cercle de lecture, c'est formidable, c'est très bien, on est tout à fait d'accord, etc. » D'autres disaient « Mais non, nous ne sommes pas d'accord. » Et je dirais que les deux tendances étaient à peu près à égalité. Hein. Certains craignaient en disant « On sait très bien qu'ici, à la bibliothèque de Fleury-Mérogis, les locaux sont plaisants, on a une activité qui pour nous est très importante, mais vous allez donner à l'extérieur une image de la prison qui n'est pas réelle. Parce que ce temps de bibliothèque et ce temps de lecture est très court par rapport à la détention qui, elle, est extrêmement pénible, quoi. Et le public va considérer que, ah oui, vous savez, le cliché, la prison, on est pris en charge, on est logé, on est nourri, on a même la télé, on s'occupe de nous, on nous fait découvrir la lecture, etc. C'est une espèce de sinécure. Et ça, on veut pas donner cette image-là. Alors bon, on a été obligé de discuter avec eux. On ne savait pas nous-mêmes ce que serait le film. On disait, mais écoutez, ça dépend de ce qu'on dira dans ce film. Ça dépend de la façon dont il sera réalisé, tourné, des propos que nous aurons. Et nous sommes très attachés à donner une image réelle de la prison. Et on fera notre possible pour être au plus près de la réalité. Voilà, ça c'était donc... les opinions étaient très, très partagées. Il y en a d'autres aussi qui étaient très inquiets de l'image qu'ils donneraient en tant que personne. Parce qu'ils ils lisent mal, ils ont un parcours difficile, etc. D'autres encore, autres raisons, qui disaient « mais ça m'intéresserait, mais je veux pas que mes enfants me voient en prison. Ils m'ont jamais rendu visite, je veux pas. Ma famille, mes proches, etc. » Donc vous voyez, c'était très... Et en effet, les cas sont différents selon les individus.
toutes les réactions étaient parfaitement recevables, évidemment, et justifiables. Voilà. Ça c'était la réalité des personnes détenues. Et puis il y a aussi tout simplement les contraintes juridiques. Hein. Nous ne pouvions filmer que les personnes déjà condamnées. Or, dans les cercles de lecture, notamment celui que j'animais, il y a un certain nombre de prévenus seulement, dont le procès n'a pas encore eu lieu. Ils sont donc présumés innocents. Et pendant que l'instruction est en cours, on n'a pas le droit de montrer leur visage. Voilà. Même si eux le souhaitaient, c'était pas possible. Donc deux possibilités, ou le floutage, ou alors le plan coupé, serré sur la bouche, jamais les yeux. Voilà, je voulais simplement apporter ces quelques précisions au débat. Ajouter justement voilà sur le cadrage. Alors moi je voulais pas du tout partir dans du floutage qui est des codes très télévisuels et qui a tendance à stigmatiser la personne détenue. Enfin voilà, ça rompt ça crée une distance et puis ça désigne un petit peu tiens cette personne est vraiment criminelle. Enfin il y a quelque chose de cet ordre-là et donc je trouvais intéressant en ne montrant pas les yeux, c'est un grand pari parce que au cinéma, tout passe par le regard, les acteurs, les émotions. Mais il y avait justement cette contradiction, enfin dans la mise en scène. On dénonce en même temps cette déshumanisation de la prison qui prive les personnes détenues d'être dans leur intégrité. Donc voilà. Mais en même temps, je voulais être proche des corps, de la voix, de la bouche, pour rendre ces corps assez beaux. Et c'est dans ce sens que vraiment en amont, dès le début, cette idée du traitement de la couleur, que ce soit le bleu, que ce soit les corps, qu'on a travaillé aussi avec Bobker ensuite à l'étalonnage, pour sublimer un petit peu les corps et leur rendre cette dignité. Voilà, donc c'est ce paradoxe qu'il y a dans la mise en scène et le choix des cadrages. Ouais, mais je crois que ça... Ouais, ça marche. Oh là, il faut parler dedans, hein, celui-là. Je crois que ça, c'est très très réussi dans le film. C'est la première chose qui m'avait, disons, interpellée dans ton film. C'est les relations que tu as pu établir donc avec les détenus. La manière dont ils s'expriment, enfin, c'est formidable, quoi. Hein, je veux dire. Et puis tu en as fait donc des personnes, des individus autonomes, aussi bien par l'image, mais aussi par le son, ouais. La mise en scène, comment tu les as montrés. Ce sont des gens comme les autres. Et c'est vrai qu'on se pose pas du tout la question de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi ils sont là. En voyant le film, je veux dire, c'est tout à fait quelque chose d'extraordinaire. Alors, si je reviens un tout petit peu à vos deux autres films, le tien nous montre l'antichambre, en gros, de la prison et nous laisse imaginer ce qu'il y a dans le hors-champ, dans le non-dit aussi, de ce prisonnier, quand son fils donc lui demande, bon, alors, parle-nous de toi, quoi, enfin, ouais, non, il n'y a rien à dire. Et je veux dire, donc là, le spectateur, imagine ce qu'il veut, enfin, avec son propre vécu peut-être, avec son imagination aussi. Celui donc d'Audrey, là, on est en plein dans le cauchemar, mais c'est une fiction, attention, ça permet donc justement de s'y plonger jusque là. C'est vraiment un film très très fort. Évidemment, il y a une histoire, évidemment c'est romancé, mais je pense que c'est très très proche, disons, du réel, puisque tu as passé donc 1 an et demi dans la prison, enfin peut-être avec un rythme régulier quand même, toutes les semaines, voilà. Et Pauline, donc le problème, c'est qu'elle était dans la prison, pas tout à fait dans le cauchemar. Et justement, le film a, je trouve, maintenu cette espèce de bulle d'exception que représente donc la bibliothèque, les cercles de lecture. Est-ce que tu... Oui, avant tout, c'est un film sur la littérature et le pouvoir de la littérature.
Et donc, moi, bien sûr, les premières fois où je suis venue, c'est toujours compliqué d'arriver à Fleury. Enfin, c'est la plus grande prison d'Europe. Voilà, ça envoie, voilà. Donc c'est vrai que les premières fois où on y va, voilà, on dort pas la veille. Mais après, en prenant l'habitude de venir à la rencontre de ces personnes qui lisent et parfois qui se débattent justement avec les mots et qui veulent progresser. Et voilà, on est porté aussi par ça et ça devient un rendez-vous humain. Et c'est ça que j'ai voulu retransmettre dans le film. Voilà. C'est l'humain, il existe toujours, il est toujours vivant, il est toujours là, dans cette prison. Et voilà, et j'espère que le film pose cette question de qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là, de la détention. Oui. Bonjour, je veux savoir si dans votre film aussi vous n'avez pas voulu illustrer l'enfermement mental des personnes. Parce que moi j'ai ressenti un enfermement mental et que le livre justement était une ouverture sur la liberté. Et je pense que même le personnel pénitentiaire devait certainement dire heureusement qu'il y a la bibliothèque pour certains parce que ça leur permet d'échapper à cet univers carcéral qui est psychologiquement qui casse. Oui, tout à fait. Peut-être que vous faites référence à un moment aux séquences de couloirs qu'on a tournées en steadicam, donc cet effet un peu planant, et c'était justement cette idée d'être dans la subjectivité mentale, donc c'est un peu un côté fictionné là du documentaire, où les détenus repartent du cercle de lecture avec ces mots, avec la poésie, et qui les guide jusqu'à leur cellule, et ça reste en cellule un temps. Et c'était ça dans tout le travail de préparation, en rencontrant, en allant dans les cercles, qui m'avait vraiment frappée. Comme dit, mais moi ça reste, alors ça reste parfois 1 heure, 2 heures, mais ça me fait du bien, voilà. Et c'est ça que j'ai voulu illustrer effectivement dans ces intermèdes-là. Ouais. Qu'en fait, quand j'ai interviewé les 5 personnes détenues en tête-à-tête, donc en fait, la surveillante était tout le temps là, mais on avait fait un peu exprès de mettre ça le 3e ou 4e jour de tournage, le temps de se rencontrer bien avec la surveillante, et d'elle-même, elle est restée dehors pendant ces entretiens. Devant la porte, mais n'était pas présente. Et c'est vrai que ça confère une certaine qualité au niveau des entretiens, une authenticité que je n'aurais pas eue sinon. Et je leur ai proposé à ce moment-là, s'ils souhaitaient, de lire ces haïkus, haïkus de prison de Bas Lussmann, qui est un Allemand qui a écrit ces haïkus en prison, et que je trouvais très beau dans mon travail de préparation. Et voilà, et j'aurais demandé s'ils souhaitaient lire des passages, et chacun a choisi celui qu'il préférait pour illustrer justement l'image mentale. Voilà. Oui, je me tourne peut-être aussi à nouveau vers Audrey. Il y a certes Sophie Marceau, il y a certes des actrices, mais si j'ai bien compris en lisant sur Internet, certaines des figurantes, tout au moins, sont d'anciennes détenues, qui ont connu au moins la détention, non ? Tout à fait. Il y a une partie de la figuration qui avait séjourné à Rennes, puisque se trouve la seule prison, pas maison de détention, mais vraiment prison pour femmes, est à Rennes. Donc c'est d'ailleurs un endroit assez étonnant. C'est un ancien monastère, il y a du parquet, c'est beau, c'est pas du tout Fleury-Mérogis, donc c'est très étonnant aussi, ces endroits-là, sublimes de l'extérieur et cauchemardesques à l'intérieur. Mais oui, c'est important, la vérité, quand c'est ce qu'on recherche en fiction, même si il y a un très très vieil adage qui dit que la meilleure façon de raconter le réel, c'est tout sauf la fiction. Et c'est vrai, c'est réel. La fiction amène d'autres contraintes qui nous éloignent de la réalité tout le temps. Mais pour autant, voilà, moi je cherchais l'authenticité, donc ça passait par les détenus, comme le lieu, il était important pour moi de tourner dans une vraie détention et non pas en studio. Parce que
voilà, nous on a répété le film, les comédiennes, celles qui jouent les surveillantes, ont fait un stage avec un formateur de surveillants, puis ont rencontré des surveillantes en activité. Et pareil pour celles qui jouaient les détenus. Elles sont venues avec moi une fois à Fleury-Mérogis. Elles ont ensuite, moi, il y a des détenus avec qui je suis restée en contact, qui sont sortis, qui se sont entretenus avec elles plusieurs fois. Donc il y a eu comme ça vraiment cette envie d'être au plus proche du réel. Et on a beau avoir répété tout ce qu'on a répété, elles ont beau avoir lu, vu tout ça, le jour où elles ont mis un pied dans cette prison qui pourtant est désaffectée depuis peu, mais qui est donc inhabitée, enfin il n'y a personne dedans, hein. On parle de murs, seulement de murs. Je me souviendrai toujours de ce moment où je les entendais parler, rigoler, et une fois qu'elles sont arrivées dans la nef, mais plus un bruit, parce que ces lieux d'enfermement sont impressionnants. On n'imagine pas même c'est vraiment bien pensé dans le. Moi, faut être hyper pervers en fait pour avoir pensé la panoptique et tout ça, parce que ça vous écrase. La hauteur des néons, le calcul du nombre de grilles à chaque fois, on ne voit que ça, que des grilles, et on ne se souvient qu'on est enfermé tout le temps. Il n'y a pas un moment où on se dit, je tourne un film en fait, et ce soir je vais dormir dans mon appartement. C'est faux. Et il y avait un détenu un jour qui m'a dit que tu restes ici 1 semaine, 1 an, 20 ans, c'est pareil. Et c'est un détenu qui a plutôt fait 20 ans au final plutôt qu'1 semaine. Il m'a dit, tu verras, ici, tu fermes tes yeux, t'as des barreaux. T'as des barreaux dans la tête et ils sont toujours là. Et c'est vrai, moi, au bout de 3 semaines, je fermais les yeux. Pourtant, je rentrais chez moi. J'ai passé que 10 heures par jour. Il y avait des barreaux, parce que c'est fait pour vous enfermer. C'est ce que je disais tout à l'heure. On est déshumanisé, et on est un numéro d'écrou, et on a des barreaux. Et heureusement qu'il y a la possibilité de s'évader par la lecture, par des activités extérieures quand il y a des intervenants. Le boulot, même si c'est la couture, magasinier, n'importe quoi, ça leur permet malgré tout d'oublier l'espace d'un instant qu'ils sont enfermés, puis d'avoir une routine. Nous, c'est métro, boulot, dodo, et eux, c'est ça sans le métro, quoi. Mais c'est hyper important parce que être enfermé dans 9 mètres carrés avec des gens qu'on ne connaît pas, avec qui on n'a pas d'affinité ou je ne sais quoi, c'est l'enfer. Personne ne peut supporter ça. Merci. Juste pour savoir si vous comptez faire aussi d'autres films sur des lieux d'enfermement, comme par exemple les hôpitaux psychiatriques, parce que moi j'avais rencontré un ancien tôlard qui disait qu'il se sentait plus libre en prison que dans un hôpital psychiatrique. Ça, je pense que c'est des vues subjectives. Voilà. Mais effectivement, l'enfermement, c'est un sujet très intéressant qui me touche particulièrement. Mais c'est vrai que là... tout de suite, je ne suis pas sûre d'y retourner en prison. On a fait un an et demi. Puis après, il y a le montage. On a fait 9 semaines de montage avec le monteur Simon Paulès tout l'été dernier. Donc voilà, pourquoi pas, mais pas tout de suite. Parce que le tôlard, il disait, moi je sais quand je vais sortir en prison, mais dans un hôpital psychiatrique, il ne sait jamais quand il sort. Et dans quel état. Ça, c'est le vrai problème de l'hôpital psychiatrique, ouais, tout à fait. Ouais. Mais la prison, peut-être qu'on sait quand on sort, mais dans quel état... c'est autre chose. Voilà. Ça peut être direct à l'hôpital psychiatrique. Même parfois en prison, on peut rester encore plus longtemps. C'est aussi souvent lié à l'hôpital psychiatrique. Il y a quand même beaucoup de détenus psychiatriques en prison. Donc, on dirait qu'il y a 40% de personnes qui sont en prison et qui devraient plutôt être en hôpitaux psychiatriques, dans les rapports. C'est un peu beaucoup, 40. Non. Hier, on a été à un débat, c'était 30. On nous a dit 30. Voilà, 30% qui ne devraient pas être en prison, quoi. Qui seraient mieux en hôpital psychiatrique, sauf qu'il n'y a pas de place en hôpital psychiatrique. Alors, on les met en prison. Voilà. Il y a de la place, on peut... Oui. Vas-y, Pascal. Et même, j'ai envie de dire, la prison, il n'y a pas que le côté psychiatrique des choses et tout, c'est que la prison, elle est rarement finie à la sortie de la prison. C'est ce que beaucoup de gens oublient, c'est même si ça va pas, ça paraît presque anodin, des fois facile, la réinsertion n'est jamais facile, elle n'est pas facile, je parle surtout de mon point de vue, c'est pas que pour les détenus, c'est aussi pour la famille autour, en fait, où d'un seul coup, on se dit, ça y est, tout le monde se dit, c'est fini, la personne est sortie de prison, donc tout va mieux.
Et en fait, c'est là où en fait, il y a d'autres problèmes qui arrivent parce que autant, même si c'est compliqué de parler de la prison, on peut arriver à en parler éventuellement. Je dis on peut parce que c'est pas facile en vrai. Mais la sortie de prison, une fois que la personne est sortie, c'est impossible d'en parler en fait. Il n'y a rien qui est fait, il n'y a pas de... la parole n'existe pas en fait, on ne peut pas placer des mots, on peut en parler à personne, en parler à sa famille c'est très compliqué parce que justement une fois que c'est fini on n'a plus envie d'en parler. La personne qui est sortie elle n'a plus envie d'en parler du tout, c'est comme si ça n'avait pas existé limite. Donc il y a une espèce de sentiment de creux et de vide comme si on avait mis une partie de vie et de sentiments entre parenthèses et que d'un seul coup on devait repartir comme si c'était rien passé. C'est un peu le sentiment que j'ai eu. Donc du coup, en fait, l'enfermement, d'une autre manière, il est toujours là, mais de manière beaucoup plus sourde et difficile à gérer, je trouve. Je peux apporter un petit... Je peux apporter... Il y en a un. Oui, mais il marche moins. Ah oui, il marche moins bien, oui. Je peux apporter un petit témoignage sur cette question-là aussi. Oui, alors sur l'enfermement, c'est évident, je peux vous donner un exemple très très précis. Je me rends moi à Fleury-Mérogis tous les lundis pour animer les cercles de lecture. Entre le moment où je me présente devant la porte de la prison et où j'atteins la bibliothèque, j'ai dû passer 9 grilles, avec des clés, avec des scanners, avec des choses comme ça. Donc très très rapidement, en effet, l'effet d'enfermement est absolument massif. Les personnes qui vivent en prison, il faut le savoir aussi, on a parlé de la temporalité, c'est très très juste. Le temps s'arrête. Il y a une détenue qui le dit. On a beaucoup de temps, et puis c'est un arrêt de vie. Et en effet, c'est un arrêt de vie. On a parlé aussi de la prison, c'est ce que nous disons, nous, animateurs de cercles de lecture aux détenus, quand ils lisent des textes parfois, nous lisons ensemble des textes qui les choquent. Parce qu'en effet, on leur propose une évasion, on leur propose un horizon, on leur propose un parcours de liberté, parfois des discussions, et puis il y a le contre-coup. Tout d'un coup, oui, mais dans 2 heures, je rejoins ma cellule. Et on leur dit, mais vous sortirez un jour. Un jour, vous sortirez. Et quelle que soit la peine, même les peines très longues. Et là se pose le problème, en effet, qu'on vient d'évoquer. Que va-t-il se passer à la sortie? Et il faut dire que si depuis 1945, un des rôles de la prison est certes la punition, la sanction, il y a aussi une obligation inscrite dans la loi de la réinsertion. Cette réinsertion, dans le système actuel carcéral en France, n'est pas assurée. Et la prison telle qu'elle fonctionne est un véritable scandale, aussi bien humain que juridique, que tout ce qu'on peut imaginer. C'est un scandale et c'est honteux. Il ne faut pas avoir peur de le dénoncer. C'est-à-dire que la justice en France n'est pas juste, on le sait. Hein, c'est pas une grande découverte. Mais franchement, très peu est fait pour ça et pour la réinsertion. Vous savez qu'il y a un service pénitentiaire que nous appelons le service pénitentiaire d'insertion et de probation. L'acronyme, c'est le SPIP. C'est un service pénitentiaire. Réinsertion. Chaque détenu est censé être suivi par un éducateur pour préparer sa sortie, pour être réinséré. Il y a des détenus à Fleury-Mérogis qui sont entrés en prison, qui ont vu leur SPIP, leur service d'insertion et de probation, qui l'ont vu une demi-heure à l'entrée, qui sont restés 2 ans en prison et qui l'ont plus revu. Parce que ces services-là manquent de personnel, ils sont en sous-effectif, et lorsque nous allons voir ces services-là en disant, vous savez, on a rencontré tel détenu, il est très mal, il peut commettre l'irréparable, ses vies sont en cours, et la personne lui dit, mais monsieur, j'ai 150 prisonniers à suivre, voilà, son dossier, je pourrais le voir peut-être dans 3 semaines, dans 1 mois. Mais la personne, parfois, se suicide le lendemain. Hein. C'est arrivé, il faut le savoir aussi. C'est régulier dans les prisons françaises, ça. Voilà. Donc,
je dois dire que le cercle de lecture et cette bibliothèque-là, vraiment, on a le sentiment que là, il y a un ballon d'oxygène tout à fait étonnant, quoi. Et ils nous le disent, et même ceux qui ont de la difficulté à lire nous disent, mais revenez, revenez. On sait bien qu'ils n'ont pas nécessairement accroché à la lecture, mais c'est pour eux une libération symbolique, mais tout à fait extraordinaire. Alors Pauline disait, c'est un film sur la littérature. C'est la littérature, oui, mais pas seulement. C'est surtout la lecture partagée, l'effet de groupe aussi. On parle, et on parle d'autre chose que ses propres affaires. Voilà. J'arrête là, parce qu'on pourrait parler des heures. Le pouvoir de la littérature. Oui. Il y a une question, ouais. Suite à votre intervention, je vous remercie également de votre présence. Une question purement concernant l'animation de ces cercles de lecture, notamment quel est le processus qui amène à choisir une œuvre d'un lundi à un lundi. J'imagine que c'est un travail vraiment en amont des intervenants eux-mêmes. Est-ce que les participants du cercle de lecture ont leur mot à dire? Est-ce que ça arrive qu'ils vous soumettent, qu'ils vous proposent un livre, même si c'est surtout un support vers un échange? Et ma toute dernière question, c'est à la fin de ce temps dédié à la lecture et à l'échange autour de ces œuvres, est-ce que justement ça vous laisse la possibilité, est-ce que vous avez un petit créneau possible pour échanger avec eux, même en 5-10 minutes, sur d'autres choses, une fois que l'animation se termine? Parce que je pense qu'ils sont peut-être aussi en souhait de ça. Oui, tout à fait. Alors, je commencerai par répondre à la deuxième partie de votre question. Oui, bien sûr. D'abord, on a toujours exigé, dans la mesure où on peut exiger quelque chose de l'administration pénitentiaire lorsqu'on vient de l'extérieur, mais ça nous a été accordé, dirais-je, qu'il n'y ait aucune personne de l'administration pénitentiaire présente dans la bibliothèque quand nous intervenons. Voilà. Qu'on soit libre de parler, et de parler de tout, et nous n'hésitons pas à parler de la justice, etc. Nous l'avons obtenu, nous sommes seuls, avec les détenus, et ce qui apparaît aussi, ce que je disais à un moment donné de l'interview, nous ne cherchons absolument pas à faire un cours, ni même à proposer un processus de réinsertion. C'est l'effet bénéfique que la lecture peut avoir, évidemment. Hein. Mais nous sommes en dehors de cette démarche-là, nous partageons une lecture. Alors comment se fait, réponse à la première partie de votre question, évidemment, on pose toujours la question aux personnes détenues en disant qu'est-ce qui vous ferait plaisir, qu'est-ce que vous aimeriez lire, etc. Des choses apparaissent spontanément, il y a des discussions, on sent très bien qu'ils sont intéressés par tel problème technique, politique, littéraire, c'est très vaste, ça dépend des groupes évidemment. Et à ce moment-là, on leur dit, on discute et on choisit ensemble, en fait, une œuvre littéraire. Parfois, aucune idée se dégage. Alors là, c'est tout simplement le goût de l'animateur. J'ai dit, écoutez, moi, voilà, j'ai lu il y a 2 mois un bouquin qui est bien, qui est sympa, et je vous le propose. On fait une rapide présentation de l'auteur, de l'œuvre, etc., une petite introduction, et puis on lit. Il n'y a aucune contrainte. Chacun lit à tour de rôle, à voix haute. Hein. C'est ça le problème. On se rend compte que lire seul dans sa cellule ou chez soi, et puis une lecture partagée haute voix, c'est un tout autre mécanisme. Et moi, j'en ai fait l'expérience très, très personnelle des livres que je connaissais très bien, que j'avais lus plusieurs fois, et devoir les lire à haute voix, entendre d'autres lecteurs le lire pour moi, c'est pas la même œuvre que je recevais. Hein. C'est ça qui est très, très enrichissant, quoi. Voilà. Donc et on discute beaucoup. Parfois, on lit d'une traite 50 pages. Les cercles de lecture durent à peu près 2 heures. Hein. On commence à 14h, on se termine à 16h30. Parfois, on lit 2 pages et on parle beaucoup. Parfois, on parle peu et on lit davantage. Voilà. C'est très variable, mais très libre. Hein. Et c'est cette liberté-là. Et ce que vous avez vu dans le film, là, sachez bien qu'il n'y a eu aucune répétition. Hein, c'était comme ça, c'est pas comme une fiction où on peut écrire, on peut savoir. Non, hein, Pauline est avec sa caméra et puis elle a filmé ce qui se passait sous ses yeux. Et c'était une fois. Hein, bon, voilà. Donc ça c'est important à montrer. Quoi. Luc, alors il y a encore une question, pardon. Deux questions.
rapide. Dans le thème, en fait, c'est est-ce qu'ils peuvent, après avoir fait de la lecture, est-ce qu'ils peuvent faire de l'écriture? Oui, tout à fait. Tout à fait. Nous proposons alors un cercle de lecture tout au long de l'année, une fois par semaine, un après-midi par semaine tout au long de l'année, et une fois par an, un atelier d'écriture où nous invitons un auteur, un écrivain, à venir animer un atelier d'écriture pendant une semaine, matin et après-midi, toute la journée. Alors là, c'est l'animateur qui propose un thème, etc. Ça peut être de la poésie, ça peut être du conte, ça peut être des ateliers BD aussi. Il y a des auteurs qui sont habitués à animer ça, et ça fonctionne très bien. Et généralement, après 8 jours, on ramasse l'ensemble des textes et on édite un petit fascicule, un petit ouvrage. Mais c'est un détenu qui le dit aussi, la lecture, ça donne envie d'écrire, évidemment. Quand on est lecteur, on est aussi un petit peu écrivain, quoi. Il y avait une deuxième question. Moi, c'est sur le plan un tout petit peu anecdotique, ce que je vais vous dire là. Mais en fait, je l'ai lu aussi, l'article 353 du Code pénal là, de Tanguy Viel, qui en fait, au sens strict, est l'article 353 du Code de procédure pénale, pas du Code pénal, mais il a fait ça pour faire court, Tanguy Viel. Mais ce que je voulais juste vous dire par rapport à ce bouquin-là, qui donc a comme avantage, je trouve, si a fortiori on le lit en prison, c'est qu'il se termine plutôt bien. Il se termine plutôt bien. J'ai assisté le 20 octobre dernier à un colloque par une association que vous connaissez forcément de nom, qui s'appelle l'APAC, La parole est à l'accusé, là, et qui se tenait donc à la Maison des avocats et qui avait donc pour thème la parole et l'écoute dans les audiences pénales. Et je me souviens qu'il y avait un ancien président de cour d'assises qui a parlé assez longuement à la tribune pour dire tous les états d'esprit différents en fait auxquels il pouvait être lui en tant que président de cour d'assises en fonction des affaires qu'il avait à traiter là, quoi. Et donc je me suis dit, et je suis allé lui dire d'ailleurs à la fin de son intervention, que si j'avais à relire ce bouquin-là, c'est évident que je le relirais complètement sous un angle différent, quoi, en essayant de me mettre dans la tête de ces différentes possibilités, quoi. Oui, mais c'est de la littérature. Justement. Ah oui, ça bien sûr. Parce que ce qui est un peu dit elle se retrouve pas dans le cercle de lecture. Elle dit mais ce n'est pas comme ça que j'ai eu cette relation avec un juge d'instruction. Mais oui. Parce que c'est peut-être parce que je suis une femme, j'ai été moins entendue, mais il y a ce petit moment. Effectivement, c'est de la. Oui, c'est. Alors, si je puis par contre me permettre de revenir juste un instant sur ce que vous aviez dit avant, là, donc sur les sorties de prison et compagnie, là, dans les affaires qui ont été plus ou moins médiatisées, il y a quand même eu 2 de cours d'assises qui se sont, entre guillemets, très bien terminées, puisque, alors dans le premier cas, c'est l'affaire Valérie Subra, donc cette jeune femme de 19 ans, là, en 81, qui drague des types en boîte de nuit et qui, en ne fermant pas la porte, permet à 2 de ses collègues de rentrer pour essayer d'accaparer le maximum d'argent qu'ils veulent. Et il y a 2 meurtres. Donc quand les 3 personnes sont condamnées, ils sont condamnés à 18 ans de prison, enfin à la réclusion criminelle à perpétuité, mais dans la réalité ils vont faire que 18 ans de prison, ils vont sortir à 19e année. Et l'autre affaire auquel je pense, c'est l'affaire justement d'Hélène Castel, là, où là il y a eu, ça se passe en 1980 et ça finit d'être jugé en 2006. Et là, il y a donc eu 3 personnes qui ont été jugées une première fois en 84, qui se prennent 7, 8 et 10 ans de prison. Et dans tous ces cas-là, dans les 7 personnes en question, là, plus jamais la justice n'aura entendu reparler d'eux une fois qu'ils sont sortis de prison. Mais oui, c'est souvent ça. Et même les gens sont toujours un peu excités par les faits divers ou les procès. Mais dès que c'est jugé et que les personnes sont en prison, c'est comme un refoulé un petit peu de notre société. On oublie, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Donc, d'où l'importance aussi de faire des films en prison ou sur la prison qui montrent ce qu'on ne veut pas voir aussi quelque part. On a très peu de temps encore pour terminer. Boubkar Benzabat, le chef opérateur du film. Moi, j'ai juste une question pour les 3 intervenants. Est-ce que vous avez eu l'occasion de montrer vos œuvres à des détenus actuels ou d'anciens détenus? Notamment pour Audrey, vous avez dit que vous avez travaillé avec des détenus pour écrire le scénario. Est-ce que vous avez eu l'occasion de montrer d'autres films? Quels ont été les retours?
Pareil, Pascal, vous avez parlé de votre expérience avec votre père. Est-ce qu'il a pu voir votre film? Quel a été son retour? Et voilà. Dans mon cas, oui, je l'ai montré à mon père. Dans mon cas, mon film, ça a beaucoup servi dans ma famille parce que ça a libéré la parole en fait. À la base, j'ai pas du tout fait ce film pour ça. En tout cas, j'ai pas pensé. J'avais besoin moi-même de sortir des choses, sûrement. Et mais du coup, oui, mon père l'a vu. Il a mis du temps à m'appeler. Je comprenais pas trop. En fait, j'ai appris qu'il y a eu beaucoup d'échanges dans ma famille. Les gens faisaient que s'appeler, faisaient que en parler justement. Et non, en fait, ce film m'a permis de renouer des choses avec mon père, en fait. On a pu se parler de ce qu'on avait vécu tous les deux. Et voilà, ça a fait du bien, en fait. Ça a permis d'en parler. Et après, à des détenus, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai un rapport assez compliqué à la prison. J'aurais envie de montrer mon film à des détenus, mais j'ai pas fait de démarche pour. J'aurais presque envie qu'il y ait des gens qui fassent des démarches à ma place. C'est très dur, en fait. Je sais pas si je mettrais pas trop d'émotions, de choses dedans, et j'aurais peur de me faire du mal bizarrement en fait. Donc j'ai envie, en même temps ça me fait peur, donc voilà, c'est assez. Déjà rien que ça, moi c'est un truc qui me surangoisse. Donc j'ai fait mon film par rapport à des souvenirs. J'ai même pas assez rapidement avec la production on s'est demandé si on allait tourner en prison ou pas, et moi j'avais vraiment peur de ça en fait, de tourner en prison. J'avais pas du tout envie. J'avais peur, voilà, je voulais me détacher aussi, c'est de la fiction de ce que j'ai fait, donc ça se rattache un peu à ma vie, mais ça dépasse le stade de ma vie, et ça parle d'autre chose, ça parle plus de moi à la fin. Et non, j'avais pas envie de me faire du mal, et voilà, donc voilà, c'est assez particulier la prison, donc je préfère regarder souvent la prison par le biais d'un écran. C'est toujours plus simple pour moi. Et après le montrer à des détenus, j'ai pas eu la chance d'y assister, mais il a été sélectionné dans un festival en Italie où il y avait un jury de détenus, ils étaient une dizaine. J'ai eu le prix des détenus, mais c'est assez simple parce qu'un film sur la prison qui se passe dans la prison, il y a eu une espèce de... Mais voilà, donc j'ai pas vraiment eu leur retour, donc je sais pas trop, mais voilà. Oui, bien évidemment, les détenus qui ont participé au film ont vu le film, mais c'est surtout qu'après on l'a présenté dans cette fameuse prison de Rennes, puisque j'avais demandé en parallèle du tournage à ce qu'elles ont une activité, elles ont un magazine, et elles sont venues plusieurs fois sur le tournage pour pouvoir faire les interviews des comédiennes et axer leur magazine sur le tournage de ce film, etc. Donc il fallait évidemment leur montrer. Et on a beau faire des avant-premières, remplir 10 salles dans plusieurs festivals avec nombre de personnes, quand je me suis retrouvée devant mes cinquantaines de détenus qui s'étaient toutes inscrites en masse, donc il y en avait plein qui n'avaient pas pu venir, et je me suis dit ok, je leur présente le film. Je me suis liquéfiée, hein, j'ai essayé de prendre sur moi, et c'était marrant. Elles avaient beaucoup d'appréhension et en même temps beaucoup d'excitation. Pour celles qui étaient venues sur le tournage, elles avaient évidemment un autre regard parce qu'elles avaient vu les coulisses, donc elles avaient déjà un regard un peu détaché, et tant mieux, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y en a plein qui exigeaient de voir leur vécu, leur vie, alors que moi j'ai des personnages avec des trajectoires définies, et que chaque façon de vivre la détention diffère de la personne. On est autant de prisonniers possibles, et nous tous on va en prison, on vivra pas la même chose. Donc je sentais cette appréhension là, mais en fait je m'en suis honnêtement super bien sortie. Elles ont toutes compris la démarche du film, et surtout elles m'ont dit merci, parce que il y avait pas les fictions féminines, c'est souvent des fictions dans les nurseries, quoi. C'est que des femmes enceintes qu'on va séparer de leurs enfants. C'est très lié à la maternité. Là, je sors de ce créneau-là, et je suis vraiment avec les détenus dans leur quotidien, et elles l'ont vraiment apprécié. Mais j'ai passé le test, mais j'étais pas fière avant la projo, en tout cas. Oui, nous on a projeté dans les bibliothèques. Oui. On a projeté dans
dans les bibliothèques où on avait tourné le film. Donc il y avait un côté un peu miroir, d'un coup, de se retrouver dans l'espace qu'on voit à l'écran. Donc c'était un moment un peu singulier, mais un peu pareil, à la fois excité, à la fois peur qu'ils rejettent l'image que je leur proposais d'eux-mêmes. Donc il y a cette responsabilité, bien sûr, mais la réception a été plutôt bonne, et on a beaucoup débattu après, mais même pas que du film. Mais ça a libéré une parole aussi, enfin d'être vu avec aussi parce qu'ils sont beaux à l'image, et je pense qu'ils étaient frappés en même temps de ce respect-là, voilà. Enfin, le pari était un peu gagné de leur rendre dignité, voilà. Voilà, encore une dernière question. Oui. Le choix du titre, La Taularde, c'est le vôtre. Et pourquoi seulement? Oui, prends-le. Moi, à la base, ça s'appelait Taularde sans le la. On va dire le la, c'est des discussions commerciales invraisemblables. Le titre n'est jamais un choix artistique, faut le savoir. Ni le titre, ni l'affiche, ni rien. Voilà. L'art est secondaire dans le cinéma, malheureusement. Mais parce que c'est comme ça qu'elles s'appellent entre elles. On est des taulardes, je suis une taularde. C'est assez commun de les entendre s'appeler ainsi. Donc voilà, moi je trouvais que c'était une juste représentation du film que je voulais faire. Bah oui. Moi, je voulais juste rappeler, avant de se quitter, que samedi prochain, après la projection, on reçoit vos acteurs et actrices de vos films. Donc, Marie-Sona Condé, qui joue le rôle d'une surveillante dans Taularde, et Ludovic Berthiaud, qui joue le rôle du père dans Au battement du parloir, pour parler justement comment aborder un rôle en prison, alors qu'on n'en fait pas spécialement l'expérience. Voilà. Merci d'être venu. En tous les cas, c'est très encourageant d'avoir du public. Et je vous recommande donc. Malheureusement, on n'a pas pu projeter les 3 films, ce que je regrette bien parce que ça aurait fait. La discussion aurait pu être un petit peu plus nourrie. Donc, je vous rappelle donc la Taularde et puis Au battement du parloir aussi. Voilà. Qui est un court-métrage, lui, mais on peut le trouver sur YouTube ou non, enfin vaguement. Non. Ah non. On me trouve, on m'écrit un message et j'envoie le film. Voilà. Et vraiment, il vaut le coup. Écrivez et vous envoie le film, ça vaut vraiment le coup. Voilà. Merci à tout le monde, merci à nos intervenants aussi, et merci à la personne qui nous a filmés. Mais si, il faut le dire. Voilà. Voilà, écoutez, on peut continuer. Merci Rosemary. J'ai pas fait grand-chose.